de la rive gauche ou de la rive droite qui vont atteindre des prix bien plus élevés, et on peut trouver des rapports de 1 à 1000 sur des bouteilles de Bordeaux. Et effectivement, je crois que c'est un fait assez exceptionnel parmi les vignobles du monde. Donc un espace de différenciation qui est colossal. Ensuite, le vin est également très particulier parce que c'est un bien politiquement très sensible. Alors ça a été dit sur l'aspect environnemental par exemple, ça l'est aussi sur les aspects de fiscalité. Il y a une fiscalité qui peut être assez complexe sur le vin, des problématiques de façon générale, je ne vais pas forcément passer tous les thèmes ici, santé, politique, les aspects commerciaux, les aspects de corruption, mais le secteur public, la puissance publique est extrêmement impliquée sur le secteur du vin. C'est peut-être un des secteurs sur lequel la puissance publique est le plus impliquée, à tous les niveaux. On réglemente la publicité, on réglemente la production de façon extrêmement stricte, à travers l'INAO par exemple, etc., etc. Donc là aussi, un bien politiquement sensible. Un bien d'expérience, enfin, ça concerne vraiment les économistes, c'est un bien particulier parce que, avant de le consommer, et si vous n'avez pas une expérience précédente de consommation, vous ne connaissez pas la qualité du vin que vous allez boire. Vous pouvez en avoir une idée en regardant ce qui est marqué sur l'étiquette, certes, mais vous ne la connaissez pas réellement. Et on parle en économie de bien d'expérience parce qu'on dit finalement, une fois que j'aurai fait l'expérience de la consommation, je connaîtrai la qualité. Mais avant, en amont, je ne la connais pas. Donc ça aussi, ça lui donne une caractéristique très particulière et ça fait naître un marché qui est un marché de l'opinion. Donc c'est la Revue du Vin de France, c'est Robert Parker, c'est Jancis Robinson, ce sont des experts qui ont émergé et qui ont alimenté un véritable marché qu'on appelle le marché de l'opinion. C'est un marché complémentaire à celui du vin. C'est vrai pour les vins, c'est vrai pour d'autres secteurs particuliers. Il y a des critiques aussi pour les livres, pour le cinéma, pour un ensemble de biens culturels de façon générale, et surtout pour les biens dont vous ne connaissez pas la qualité avant de les avoir consommés. Enfin, et c'est le dernier point qui fait du vin un objet tellement complexe, il y a un rapport au temps qui est très singulier pour le vin. Alors si vous prenez, et au temps je ne ferai pas de jeu de mots, hein, je parlerai du temps qui s'écoule. Sans jeu de mots là non plus, mais le terme est peut-être maladroit. Mais quoi qu'il en soit, ce rapport au temps est très particulier. Si vous prenez un vin générique, effectivement sa valeur tombe assez vite au fur et à mesure que sa valeur œnologique se dégrade, mais si vous prenez un vin fin, par exemple, il y a un effet de rareté qui vient se mêler avec la valeur œnologique. Je le montrerai tout à l'heure, mais quoi qu'il en soit, vous avez une évolution de la valeur dans le temps des vins fins qui est très particulière et qui en fait un bien assez remarquable parmi les biens agricoles, en tout cas totalement unique même. Donc ça en fait un bien qui peut s'apparenter aussi à un bien d'investissement. Et le vin deviendrait un actif alternatif finalement. Et au lieu d'investir dans de l'immobilier, au lieu d'investir dans des actions ou des obligations, on peut aujourd'hui investir dans du vin. Il y a des fonds d'investissement qui sont créés depuis quelques années, etc. Donc ça aussi en fait quelque chose de très particulier. Alors on va essayer, en prenant tout ça en compte, de prévoir le prix. Vous voyez que c'est presque une gageure parce qu'il y a énormément de complexité là derrière. Donc en tant qu'économiste, on va malgré tout se dire, bon, analysons ça comme un bien traditionnel malgré tout, donc il y a une courbe d'offre, une courbe de demande, et ça part mal parce que déjà l'offre, elle est complètement inélastique à court terme, ce qui veut dire quoi? Que vous avez cette barre verticale qui représente l'offre, puisque l'offre est donnée par la récolte, et ça dépend pas finalement, c'est pas une usine qui produit plus ou moins selon la volonté du manager. Non, c'est la terre qui donne en fonction des superficies, etc. Et donc, ce qui va affecter l'offre, ce sont la plupart du temps des facteurs exogènes qu'on ne maîtrise pas. C'est le climat, bien entendu, à court terme, on parlait de grêle tout à l'heure, à très long terme aussi, si on parle de réchauffement climatique, c'est le terroir, et derrière le terroir, il y a effectivement l'idée de qualité aussi, mais l'idée de quantité, il y a des terroirs qui donnent plus ou moins en termes de volume, il y a les techniques, ou la technique, le savoir-faire, bon, les superficies qui sont très réglementées aussi, et puis il y a des aspects plus stratégiques, je dirais, notamment dans la gestion des stocks, et très clairement sur l'offre, ce qui va faire l'offre, c'est aussi ce qu'on veut bien mettre sur le marché. Que l'on soit sur les vins fins ou sur les vins en vrac, on peut avoir des stratégies, on va s'en garder souvent, mais secrètement quand même, on va mettre sur le marché plus ou moins de quantité pour essayer d'avoir un petit impact sur les prix, et donc de faire évoluer cette offre dans un sens ou dans l'autre, ce qui par rapport à la demande donne des prix qui vont être différents, puisque le prix, c'est ce qui équilibre l'offre et la demande, donc c'est le point d'intersection. Du côté de la demande, les facteurs qui l'influencent, c'est déjà le prix du vin, bien évidemment, et alors c'est un prix relatif. C'est un prix relatif, puisque le prix du
vin ne se conçoit que par rapport au prix d'un autre vin, bien évidemment, et le prix du Bordeaux va être comparé au prix du Côte-du-Rhône, au prix d'un vin de Rioja, d'un vin du Chili, etc., notamment sur les marchés internationaux. Donc il y a cette dimension. Il y a une dimension conjoncturelle qui est liée aux revenus, bien évidemment, ça va sans dire. Donc les revenus, ils évoluent dans les pays émergents de façon assez rapide vers le haut, donc ça c'est un point intéressant, c'est ce qui nous a ouvert en partie le marché chinois. Il y a aussi les goûts, les couleurs, la sociologie, toute la sociologie de la demande, ça va sans dire également. Et puis ce que je vous disais, l'information sur la qualité, ça c'est extrêmement important à partir du moment où on arrive sur le moyen de gamme, haut de gamme, l'information sur la qualité, c'est ce qui va faire que vous allez acheter ou pas, peut-être, si vous avez des informations, si ce vin a été conseillé par des critiques, par des amis, etc. Et enfin, la politique qui va influencer tout ça, ici avec un embargo, là avec l'interdiction de faire de la publicité, ça aussi, ça influence la demande, bien évidemment. Alors, je vais vous présenter rapidement maintenant une petite segmentation du marché, c'est quelque chose de très personnel et qui correspond à 4 types de travaux que l'on a pu effectuer avec mon groupe de recherche Bordeaux Wine Economics. Finalement, on prend en compte le temps de façon très dichotomique. Vous voyez que je prends en compte le temps dans le sens où je dis il y a 2 temps sur le marché du vin. Il y a avant la mise du vin, avant la mise en bouteille du vin, pardon, et après, lorsque le vin est dans la bouteille. Donc ça, déjà, ça crée 2 catégories. Ensuite, une segmentation assez classique, et pour le coup assez pauvre, puisque là aussi dichotomique. Je vais parler d'un côté des vins plutôt génériques, et de l'autre côté des vins fins. Alors à prendre au sens super premium, voire les vins iconiques, comme disent les Américains. Donc les icônes. Donc vous voyez que cette segmentation nous amène à parler de 4 marchés très différents. Il y a le marché du vrac, il y a le marché des vins de marque, donc ça c'est vraiment le gros du marché. Évidemment, les vins de marque peuvent venir du vrac préalablement. Et puis, si on parle des vins fins, et si on regarde le timing, il y a vraiment la question des primeurs. Les primeurs, c'est Bordeaux bien sûr, mais c'est pas seulement Bordeaux. Bordeaux a un marché organisé de primeurs, mais la plupart des grands vignobles utilisent ce système, un système comme celui-là. Et puis derrière, une fois que les vins sont en bouteille, ça devient de véritables biens d'investissement, je l'ai dit tout à l'heure, objets de collection, ou en tout cas, c'est un marché très particulier. Alors, quelques mots sur chacun de ces marchés. Je commencerai par le marché des vins génériques avant la bouteille, et je vais me focaliser sur le marché du vrac. Donc c'est un marché qui est extrêmement intéressant, c'est un marché qu'on appelle en économie de gré à gré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une structure de marché, il n'y a pas une place de marché stricto sensu, il n'y a pas une bourse comme pour les actions, d'accord? Vous avez Euronext qui fait les cotations et qui organise les échanges, on n'a pas véritablement ça. On a un enregistrement des échanges au niveau du CIVB par exemple et dans les interprofessions de façon générale, mais ce n'est pas une véritable bourse. Le marché, il est malgré tout organisé par des courtiers, la plupart du temps, que ce soit à Bordeaux ou ailleurs, qui sont, entre guillemets, les faiseurs du marché, qui mettent en relation l'offre et la demande. Donc il existe des contrats à terme, ça c'est intéressant et j'y reviendrai tout à l'heure, qui sont des contrats annuels, voire pluriannuels, qui sont souvent assez souples, qui peuvent être dénoncés de façon non forcément conflictuelle, dès lors qu'il y a des fortes variations sur le marché. Bon, on verra ça. L'intérêt de ces contrats, c'est notamment quand même d'essayer de sécuriser les approvisionnements pour les acheteurs, de sécuriser les recettes pour les producteurs, parce que, on regardera quelques statistiques, c'est un marché très volatile. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, chercheurs, par rapport au marché du vin en vrac? Il y a un enjeu de prévision là qui est vraiment extrêmement important, parce que le marché est volatile, justement, et parce qu'on a cruellement besoin d'avoir une petite idée des prix futurs pour prendre des bonnes décisions en termes d'investissement et puis en termes de timing d'achat, de timing de vente, etc. Donc là, ce qu'on a fait, typiquement, et notamment dans le cadre d'une thèse que j'ai encadrée avec un collègue parisien, on a commencé déjà pour essayer de bien anticiper le prix du vrac, de bien prévoir sur quelques mois, sur une année en fait. On s'est dit, déjà, ça va dépendre beaucoup de la récolte. Et avant d'essayer de prévoir le prix du vrac, il faut essayer de prévoir la récolte. Et donc, on a mis en place un modèle statistique, on le fait de façon purement statistique, avec des données de météo quotidiennes, et on a obtenu des résultats qui, alors je ne rentre pas dans le détail des tableaux, ils sont là juste pour faire joli, mais ils n'ont pas vocation à être lus, je vais le résumer. Mais simplement, on a ici sur différents millésimes, vous voyez, sur environ 13 millésimes, on a une erreur
de prévision de récolte qui est en moyenne de 3,42%, lorsque les bulletins de France Agrimaire basés sur des enquêtes ont une erreur moyenne de 5,82%. Donc on a un résultat qui est en moyenne meilleur que celui de France Agrimaire, mais surtout on a eu de bien meilleurs résultats les années un petit peu compliquées. Ici on montre, enfin je vous montre que les 3 derniers millésimes, mais celui qui est intéressant c'est 2013, où France Agrimaire a eu une erreur qui est montée jusqu'à plus de 30%. Là où nous, notre modèle, et c'est son erreur maximale, a donné une erreur de prévision de la récolte de l'ordre de 6%. Donc c'est quand même assez intéressant, c'est pas parfait, c'est très certainement améliorable et on va y travailler. Et voilà, déjà si on commence à avoir une idée un petit peu plus précise en amont de la prévision de récolte, on aura une idée du prix, et si vous avez des prévisions de prix avec des erreurs en moyenne aussi, et on se trompe en moyenne de 2,4% sur le prix moyen du vrac, par exemple Bordeaux Rouge, que vous avez ici en haut. L'erreur moyenne de prévision est de 2,4%, et toute appellation confondue du bordelais, en tout cas sur les principales sur lesquelles le CIVD a bien voulu nous donner les statistiques, on a une erreur moyenne de 3,4%. Donc c'est important d'avoir ce genre de choses, et c'est d'autant plus important que ça fonde les décisions d'investissement. Alors, outre ces modèles, type modèle agricole, hein, ce qu'on va appeler modèle dérivé des modèles de stockage, on a fait autre chose aussi, on a fait ce qu'on appelle des modèles non structurés, donc c'est de la donnée vraiment, enfin c'est de la pure stat d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on prend l'historique des séries de prix et on essaye de les modéliser, donc avec différents trucs mathématiques sur lesquels je ne veux pas forcément perdre du temps ici, mais voyez ce que ça donne par exemple là aussi sur 3 années à peu près. Vous avez le prix constaté qui est en rouge ici et le prix que nous avions prévu qui est là. Bon, c'est pas parfait, mais il y a une certaine correspondance, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que là, on peut le faire semaine par semaine. Donc ça, c'est intéressant, et donc on peut essayer, comme ça, de donner, avant le CIVB, le prix. Voilà, donc c'est des outils qui intéressent les courtiers, bien évidemment, et on en a quelques-uns de ce type. Les questions que ça pose, et voilà, on est là pour réfléchir, hein, Fabrice l'a dit, mais les questions que ça pose, déjà, une qui quand même me taraude depuis quelques années déjà, c'est celle de l'existence d'une place financière du vin. Vous connaissez sans doute l'expérience qu'il y a eu au début des années 2000 sur le marché des vins fins, en se disant finalement il y a un marché des primeurs qui existe, autant le formaliser dans une place de marché. C'était de mon point de vue une très mauvaise idée, parce que les vins fins sont des vins par nature hétérogènes. La bonne idée, selon moi, serait de mettre en place une véritable place financière pour les vins en vrac, qui sont des biens homogènes. Et donc, qui sont des biens substituables. Techniquement, c'est très possible. Et effectivement, c'est un petit peu un gros mot de balancer ce sujet généralement sur la place de Bordeaux, mais moi, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je vous fais un pari ici, très solennellement, c'est qu'une telle place financière verra le jour, et sans doute plutôt à Londres qu'à Bordeaux, et je trouverais ça extrêmement dommage. Voilà. Ou peut-être à Chicago, qui est la grande place financière pour les commodités agricoles. Bien, donc ça, vraiment, on devrait y réfléchir, et Bordeaux devrait être leader de ce point de vue. Bordeaux est une place d'innovation, M. Darrier l'a rappelé, avec Bordeaux Sciences Agro, etc. Il devrait l'être aussi sur le plan de la finance du vin, parce que, encore une fois, si c'est un gros mot pour certains, ça n'est pas pour moi. Un autre point, c'est le crowdfunding. Donc ça, c'est un point intéressant, parce que finalement, on se dit, est-ce que les petits vins peuvent faire des ventes en primeur? Oui, déjà, ils peuvent faire des ventes en primeur, certains le font, etc. Mais il y a quelque chose d'intéressant aussi qui se joue sociétalement aujourd'hui à travers cette idée de crowdfunding. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des gens qui sont prêts à investir et à être rémunérés sur des petits montants, plus ou moins petits d'ailleurs, parce que rien ne dit que ça doit être forcément des petits montants, et qui sont prêts à être rémunérés en bouteille. Vous connaissez tous ce principe du crowdfunding. C'est intéressant dans le vin parce que si vous rémunérez les gens en bouteille, vous avez déjà vendu vos bouteilles d'une certaine façon. Et vous pouvez les vendre aujourd'hui en recevant un investissement et en étalant un remboursement sur plusieurs années. Donc vous avez fait une vente, que j'appelle en super primeur, parce que vous n'avez pas fait d'une année sur l'autre, mais vous avez déjà écoulé 5 ans de production, ou peut-être 10 ans de production. Donc c'est pas inintéressant pour sécuriser un prix. Donc ça fait partie des quelques idées sur le marché du vrac, ou en tout cas des vins génériques que l'on a et qui ont donné lieu à des articles. Si je reste sur le prix du vin avant la bouteille et que je change de niveau de gamme, que je parle des vins fins cette fois-ci,
On se retrouve avec, évidemment, cette fois, des vins dont le prix dépend, notamment des classements, des AOC. Donc, si vous prenez des Pauillac, les premiers grands crus classés de Pauillac, par exemple, évidemment, vous allez aller sur des prix très élevés. Et ça, c'est fondamental dans le prix, vraiment, l'idée de classement et l'AOC. Mais vous avez aussi des prix qui dépendent des stratégies, des systèmes d'allocation. Là aussi, combien je vais mettre de bouteilles sur le marché de mon premier vin, par exemple. Ça va fortement influencer. Si je joue la rareté, je vais faire monter les prix, etc., etc. Et puis, vous avez encore une fois beaucoup de fantasmes sur la qualité ou la qualité présumée de ce vin, des experts qui s'investissent, qui vont donner des notes, qui peuvent être divergentes. Alors, on ne sait pas qui croire. Ça ne s'appelait pas Jancis Robinson, ça s'appelait Robert Parker, par exemple. Bon, finalement, on a une information qui peut être relativement floue. Alors là, pour essayer d'aider un petit peu à la prévision des prix en primeur, ce qui est encore plus difficile pour les prix des vins en vrac, on a essayé de créer un Global Wine Score, c'est-à-dire un score agrégé de tous les experts, en faisant des transformations mathématiques des notes pour que tous notent comme Robert Parker, en quelque sorte. Donc on transforme toutes les notes des autres experts. Ça a été fait du temps, Robert Parker était encore l'expert le plus en vue sur la place de Bordeaux, et on a transformé toutes les notes des autres en notes Robert Parker, et on a fait une moyenne agrégée. Donc là aussi, je vous passe le détail des calculs, mais ça a donné lieu à une start-up qui s'appelle ScoreLab et qui produit ce Global Wine Score aujourd'hui. C'est quand même assez intéressant, je vous encourage à aller regarder ça si vous ne connaissez pas. Alors malgré tout, même si on peut donner une information peut-être un poil plus objective grâce à ce score, est-ce qu'on peut prévoir le prix des primeurs? C'est compliqué. C'est très compliqué. Il y a des arguments qui disent oui, parce qu'on a plein de techniques qui permettent de faire la prévision, et on est notamment capable de donner finalement une valeur conseillée. Et on pourrait dire à un château, compte tenu de toutes les caractéristiques de la demande, de l'offre, la qualité du millésime, etc., voilà quel devrait être le prix. Mais après, est-ce que c'est le prix que lui va choisir? Ça, c'est loin d'être sûr. Et du coup, s'il choisit un prix tout à fait différent, ben pour nous, c'est complètement imprévisible. Et il peut le choisir pour des questions purement stratégiques, pour des questions de jeu entre châteaux, parce que si toi, tu as parlé en premier et que tu as mis ton prix ici, ben du coup, moi, je ne veux pas être sous toi, je veux être au-dessus de toi, même si le prix conseillé, finalement, était en dessous. Et pour une question de principe, de rang, je vais me mettre au-dessus, par exemple. Donc ça, c'est des choses très compliquées à modéliser, et là, très sérieusement, impossible, en fait, quasiment. Bien. Il me reste 2 slides, hein, si ça peut te rassurer, Fabrice. Mais je passe sur le... Peut-être un petit peu plus alors. Je passe le cap de la mise en bouteille, et j'arrive maintenant au prix du vin une fois qu'il est dans la bouteille. Alors, je vais revenir au vin générique, excusez-moi pour ces allées-venues, mais je vais revenir au vin générique. Ici, comme je vous le disais tout à l'heure, on a des prix, une fois que le vin est dans la bouteille, qui vont notamment dépendre du marketing. Il y a des spécialistes du marketing ici. C'est eux qui vont faire le prix du vin à ce moment-là. Et la valeur, en tout cas, dépend normalement uniquement de la valeur oenologique. Donc le prix devrait être nul passé un certain temps, puisque la valeur oenologique est nulle. Mais le marketing va faire qu'on peut changer un petit peu les choses. Nous, ce qu'on va regarder en tant qu'économistes, les économistes ne sont pas spécialistes de marketing, mais ils vont s'intéresser au rapport qualité-prix d'une certaine façon. Le rapport qualité-prix, pour savoir si c'est une bonne affaire ou non. Et c'est vrai qu'on utilise souvent le terme américain de bargain wines, donc c'est les vins, c'est les bonnes affaires en quelque chose. Les bargain wines sont les bonnes affaires. C'est quoi une bonne affaire? C'est un prix le moins élevé possible pour une qualité la plus élevée possible, par définition, le rapport qualité-prix. Donc, nous, ce qu'on s'amuse à faire en tant qu'économiste, c'est finalement de dire, voyons, le prix d'un vin, on sait l'estimer, on sait ce qu'il devrait être. On sait dégager une valeur en fonction de son AOC, on sait dégager une valeur en fonction du millésime, etc. Donc, toutes les informations que vous avez sur l'étiquette, on les met dans notre équation. Vous avez une équation ici qui prend en compte absolument toutes les informations disponibles, y compris s'il a reçu des notes par des experts. On met tout ça et l'output du modèle, c'est le prix que devrait avoir ce vin. Bon, maintenant on va comparer avec le prix qu'il a. Et lorsque vous avez une divergence entre les prix, vous avez des graphiques comme celui-là. Vous voyez ici, vous avez des prix, et j'ai repris ici 10 ans de base Wine Spectator
ça fait environ 1000 observations, 1020 qui ont été notées. C'est les listes, les top 100 de Wine Spectator. Vous avez ici des prix qui sont à gauche de cette droite de régression, donc des prix pour lesquels, des vins pardon, pour lesquels on a des prix plutôt faibles, vous voyez ici sur l'axe des abscisses, et des notes plutôt élevées. Donc ma zone des vins, des bonnes affaires, elle est ici, elle est dans ce triangle ici. Là, ce serait des mauvaises affaires. Bon, alors c'est peut-être un peu manichéen de raisonner comme ça, les bonnes affaires sont ici, les mauvaises affaires sont là. D'accord, sachant que la droite rouge est celle qui vous donne le prix en moyenne de ces vins. Et notamment, si vous regardez pour une note donnée, donc 98 sur 100 de Wine Spectator, c'est-à-dire une très bonne note, mais vous voyez quand même que vous avez des vins qui doivent être allez, autour de je ne sais pas très bien, par projection ici, on va dire 20 $, et puis d'autres qui vont être à près de 400 $. 96, c'est encore plus patent, etc. Alors finalement, pourquoi des gens vont aller acheter des vins qui sont là, plutôt que là? On devrait tous se précipiter sur ceux qui sont le plus en haut à gauche, bien évidemment. Et on ne fait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a le marketing, parce qu'il y a l'image de marque, il y a la valeur de la marque, bien évidemment. Alors je pars du principe que les notes de Wine Spectator sont des notes relativement objectives. Une hypothèse un peu forte peut-être, mais je vais quand même partir de ce principe-là. Il y a la marque. Et finalement, ce type d'étude nous sert, et je travaille un petit peu en Italie avec les viticulteurs sur cette notion-là, nous sert finalement à mesurer l'image de marque. Et ça, c'est intéressant. Parce que si vous arrivez à vendre à ce prix, alors que vous avez des notes à ce niveau-là et que vous avez des concurrents qui ont les mêmes notes et qui ont un prix beaucoup moins élevé, c'est que vous avez réussi à développer une forte image de marque. Donc, ce type d'étude permet voilà, de vous donner un indicateur, c'est un outil aussi pour les professionnels, un outil d'image de marque. Ah, excusez-moi. Donc, si maintenant, donc je suis après la bouteille sur les vins fins, pardon, je m'étais un tout petit peu perdu. Donc là, on revient sur l'idée d'une trajectoire un petit peu complexe. Vous voyez la valeur oenologique d'un vin fin, si je la résume de façon un petit peu basique, je dirais qu'elle a une valeur immédiate, et puis cette valeur a tendance à augmenter au fur et à mesure que le vin gagne en maturité, on atteint l'apogée, et puis là, ça se réduit, et tout grand vin finit par devenir imbuvable au bout d'un certain temps. En revanche, il y a une valeur de rareté, parce qu'il y a un côté collection pour les vins fins. Et cette valeur de rareté, elle lutte avec la valeur oenologique d'une certaine façon, et au final, elle donne une valeur totale qui a un profil peut-être un petit peu bizarre, où ça augmente au début, c'est d'abord stagnant, puis ça augmente, et puis ça atteint un nouveau palier, et ça réaugmente quand le vin devient un véritable objet de collection, parce que l'effet de rareté est très fort. Donc ça, c'est intéressant. Et, comme je vous le disais, ça peut faire du vin un placement intéressant. Il y a une étude qui a été faite, qui fait vraiment référence en 2014, et qui se base sur plus de 100 ans de données, donc sur les grands crus bordelais, et qui dit finalement combien ça rapporte sur 100 ans d'investir dans les bouteilles de vin. Et une fois que l'on prend en compte le stockage, l'assurance, ce genre de choses, donc vraiment en gain net, vous avez un gain annuel qui est de 4,1% en moyenne sur le XXe siècle pour la détention de vin. Ce qui est pas mal du tout. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal du tout. Vous voyez que c'est mieux qu'un livret A. Donc, ça, évidemment, c'est pas passé inaperçu, et puis ça, on le savait déjà, le vin peut rapporter beaucoup, et beaucoup d'investisseurs ont surfé sur la bulle qu'il y a eu au milieu des années 2000, grâce au boom de la demande chinoise, et les prix des vins de Bordeaux, des vins fins de Bordeaux en tout cas, ont foncièrement augmenté. Certains ont gagné beaucoup d'argent. Ils en ont perdu ensuite pas mal quand la bulle a éclaté. Ça, c'est les aléas, justement, de la spéculation. Donc, quoi qu'il en soit, vous avez ici des vins qui peuvent devenir des supports d'investissement. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, du coup, c'est de regarder un petit peu comment est-ce qu'on évalue ces vins, est-ce que c'est dangereux d'investir dans ces vins. En partie, oui, on l'a vu, parce que